En 4 jours, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan stratégique, le régime tombe. Si on bloque Sokodi, on prend des titans, on bloque la voie, on bloque les issues. Aucun camion ne vient du nord au sud. Aucun camion ne quitte le sud pour aller au nord. Même les forces de sécurité, l'armée qu'on déploie à partir des camps de Kara et tout ça là pour venir intervenir, ne peut pas se déplacer. Si on arrive à bloquer ces taxes-là, un jour, en 4 jours, le régime aura des difficultés, autant financières que politiques, que stratégiques. L'histoire contemporaine du Togo est marquée, je veux venir à la région centrale, par la transition d'un régime colonial à une indépendance. Et la conférence nationale en 1991, moi je l'appelle conférence nationale souveraine parce que c'est la dénomination de l'opposition, fut un tournant majeur. Elle visait à briser le régime du parti unique et instaurer la démocratie. Cependant, elle a aussi libéré des tensions ethniques qui étaient refoulées. Et c'est en cette période 90-93 que les conflits fonciers dans la région centrale et les plateaux ont éclaté, entraînant le départ forcé de nombreuses populations, dites allogènes. Parce que quand nous voulons parler de la région centrale, et surtout de Sokoré, de Sotouboua et des autres là, il y a un grave problème foncier qui oppose les Kabyais, qui sont de l'ethnie du président de la République, du chef de l'État, et les autres ethnies, notamment ceux qui se considèrent comme les autochtones. Je vais présenter dans cette masterclass des lexiques qui permettent de faire des définitions précises sur ce qu'on appelle allogène, ce qu'on appelle droit de la hache, ce qu'on appelle autochtone et tout ça là. Ça permettrait aux gens de savoir un peu comment la division est née et que la région centrale est devenue une poudrière. Je fais mes masterclass non seulement par connaissance, mais par expérience. J'ai vécu dans ces milieux. Quand j'étais, je crois, au CE2, à l'école primaire, CE1, CE2, j'étais à Fazao. J'étais à Fazao, dans la préfecture de Sotouboua. Mon père, garde forestier, paix à son âme, était chef de poste forestier à Fazao. Donc, c'est Fazao où il y a la faune de Malfa Kassa qui est gérée par l'Allemagne. Donc, on allait à l'hôtel. Il y avait un hôtel qui s'appelle l'hôtel Fazao, qui était un grand hôtel. Et je me rappelle encore, quand tu quittes Sotouboua pour arriver à Fazao, tu vois la gendarmerie à environ 1 km, 2 km de la gendarmerie. Tu tombes à Fazao, et à l'hôtel Fazao, où on allait accueillir les Blancs, les Français, et avec notre petit Français de CE2, on leur décrivait la France. Je me rappelle le slogan. Quand tu vois un Blanc, qu'il soit français ou pas, nous, tous les Blancs sont français. Ça, c'est aussi un système de domination. On dit, ah, mais vous êtes français? Oui, la capitale, c'est Paris. Il dit oui. Deuxième ville, Lyon. Troisième ville, Marseille. Quatrième ville, Bordeaux. Votre président s'appelle François Mitterrand. Mais il dit, waouh! À 8 ans, il connaît l'histoire de la France, il connaît les villes de la France. C'est extraordinaire. Ça, c'était Fazao. Donc, on accompagnait ces Blancs à aller un peu dans la ville, dans le village de Fazao. Et juste après l'hôtel, il y a le marché sous les manguiers. Et c'est dans ce marché-là qu'on organisait les consultations électorales pour l'élection du chef. On mettait le chef devant, le candidat devant, et les gens s'alignaient derrière lui. Et il y avait une longue file sur le candidat qui était le plus porté par la population. Et il y avait une petite file pour le candidat à l'époque, je parle des années 82-83, qui était le candidat du pouvoir. Parce que depuis très longtemps, le pouvoir a voulu maîtriser les Kotokoli de Fazao. Parce que
les territoires, les terres de Sotoubois appartiennent aux populations de Fazao, de Sotoubois jusqu'à Fazao. Donc, le pouvoir, pour venir installer la faune, a dû exproprier ces populations pour en faire une faune. Au point où les perdrix et les biches peuvent venir vous brutaliser à la maison, venir manger, picorer dans vos maïs et tout ça là. Vous n'avez pas le droit de les chasser. Sinon, vous êtes interpellé par la gendarmerie. Donc, ils sont sur leur propre territoire. Jusqu'aux animaux sauvages viennent les perturber. Et quand les Kotokoli ont voulu se révolter contre cette situation, on a fait une répression avec une armée kabyé, composée de kabyé. Avec une armée composée de kabyé. C'est pourquoi la zone de la région centrale, de Sotoubois, à Blita, et à Pagala, à Langabou, à Kanyambois, et dans toutes ces localités-là, et il y a eu une migration du peuple kabyé qui s'est installé, et il y a toujours non seulement des problèmes fonciers entre les deux peuples, les Tem et les Kabyés, mais il y a aussi des problèmes de chefferie. Il y a aussi des problèmes de chefferie. Vous savez qu'il y a souvent un langage qui constitue des plaisanteries entre les Kotokoli et les Moba, où on dit Wawa, tu es notre esclave, tu es Wawa et tout ça là. Dans la région centrale, à l'époque, notamment à Sotoubois, il y a des témoins ici qui peuvent nous expliquer cela. C'est qu'à des moments donnés, les chefs qu'on intronisait, qui étaient des chefs Tem, mouraient toujours. C'est-à-dire qu'ils mouraient, on ne sait pas ce qui les tuait. C'est comme quand, dans une famille, un couple, ils font des enfants, et les enfants meurent chaque fois. Parfois, ils donnent un nom à l'enfant pour que la mort soit dégoûtée, ne puisse pas toucher à l'enfant. C'est pourquoi il y a des enfants qui s'appellent Kokoli. Ça veut dire que Kouare la teba se Kokoli, comme Amani Kokoli Voire, Kula teba se ya. Donc, quand on donne ce prénom-là, finalement, l'enfant reste en vie. Il ne meurt plus. Et par extension, et puisque le tribalisme domine au Togo, il y a des gens, des enfants qui sont nés, et quand il y a des morts dans une famille, on donne le nom à l'enfant Kablé. Là, pour que la mort ne vienne pas prendre. Ça, c'est un peu le tribalisme qui se développe partout, notamment entre les gens du Sud et les gens du Nord. Donc, à un moment donné, pour éviter que la mort vienne prendre encore leur chef, on a nommé un chef qui était, les gens d'Apaon à l'époque étaient venus cultiver et puis ils étaient venus servir les Kotokoli, puisque les Kotokoli ont la tradition de la chefferie. Donc quand ils viennent, ils restent chez le chef, ils sont envoyés au champ, ils sont envoyés pour faire des petites courses. Et comme il est bien installé, il est bien intégré, on a mis le chef Mouba comme étant le chef. Mais après, lui aussi, quand il a pris des airs, il n'avait pas voulu quitter. Et cela a créé une zizanie. Ça, c'est un exemple pour un peu caricaturer la situation. Mais revenons à ce qu'on appelle dans la région centrale la terre, qui est la pomme de discorde. Au Togo, la terre ne nourrit pas seulement les hommes, mais elle nourrit le pouvoir. La terre ne nourrit pas seulement les hommes, mais elle nourrit le pouvoir. En 2020, par expérience, j'ai eu des appels d'achat de terrain. C'est-à-dire que le système au pouvoir, avec des alliés indiens, chinois et libanais et étrangers, ont décidé d'acheter le Togo, d'acheter toutes les terres du Togo. Comment ça se passait? On envoyait des émissaires chez les propriétaires terriens. On leur disait que votre hectare, quel que soit le nombre d'hectares que vous avez, on vous l'achète l'hectare à 2 500 000. Donc si vous avez 1000 hectares, bon, vous avez le montant fois 1000 hectares. Et ils l'achetaient non seulement pour eux, mais ils mettaient derrière une société étrangère, chinoise et indienne pour faire quelque chose. Mais après, c'est eux qui ont le titre foncier. Ça veut dire que dans 10 ans, dans 20 ans,
toutes les terres qui appartenaient aux populations autochtones de tout le Togo, notamment au nord, et dans le Haro, dans le Kloto, et dans l'Amou, et tout ça là, ils ont déjà acheté toutes ces terres-là. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, le conflit foncier, notamment en région centrale, n'est pas un accident social. Il constitue un outil de gouvernement indirect, moins visible que la répression, mais plus durable. Parce que quand l'État ne tranche pas, ce n'est pas toujours par faiblesse. Parfois, c'est par calcul. Cela me permet de faire un peu la géographie humaine comme carte du pouvoir dans la région centrale. C'est une charnière très stratégique. La population est estimée à 700 000 habitants, nous l'avons dit la dernière fois. La superficie, c'est 13 317 km². Et l'axe vital nord-sud, Kara, Sokore, Blita, Lomé, a pour verrou logistique Blita. Puisque, logiquement, c'est Blita qui est situé à 300 km de Lomé. Ça veut dire que c'est le vrai centre du Togo. Et c'est là que s'arrêtent les rails, la route, et là encore où il y a une concentration armée. Parce que, dans la géopolitique, celui qui contrôle la région centrale contrôle la respiration territoriale du Togo. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Faure Gnassingbé a décidé de venir être candidat élu, député à Blita, alors qu'il a laissé Kara, il a laissé d'autres régions. Donc, c'est par stratégie. Donc, le Togo ne se gouverne pas par région administrative, mais par équilibre ethno-foncier. Et c'est ça qui va conforter notre argument sur l'importance de la région centrale et sur la bombe à retardement que constitue cette région. La région centrale, c'est le point de rencontre entre le nord soudanien et le sud forestier. Ça, nous sommes en géographie. Voici comment cette région se répartit. À l'ouest, vers la frontière ghanéenne, il y a les Tem, Kotokoli. Ce sont les autochtones dominants, centrés sur Sokoré. Ils sont historiquement des commerçants, des guerriers organisés en chefferie forte. Nous l'avions dit la dernière fois, et en essayant de définir les clans, les Mola, les Koli, les Traoré. Et le pouvoir a réussi aussi, dans la foulée, à diviser même ces clans-là. C'est pourquoi vous voyez des Koli qui sont avec le pouvoir, certains qui sont avec l'opposition, certains qui sont des Mola, qui sont avec le pouvoir, qui sont avec l'opposition, certains qui sont des Traoré, qui sont avec le pouvoir et avec l'opposition. Et il a fallu un monsieur nommé Djobo Boukari, un intellectuel éclairé qui avait voulu changer les paradigmes. Mais il a été empoisonné. Je crois qu'en novembre, cela fait déjà 25 ans. Il a été empoisonné. Et aujourd'hui, il était l'élite, celui qui devait permettre au peuple Tem d'émerger et de pouvoir barrer la route aux influences politiques du système. Mais il a été assassiné parce que le pouvoir le voyait déjà venir. Parce que la zone, région centrale, n'est pas négligée. Cette région est contrôlée comme du lait sur le feu. Nous parlions de l'ouest. Maintenant, à l'est, vers la frontière béninoise, nous avons les Tchamba. Les Tchamba, c'est un peuple cavalier proche des Tem, mais avec une identité distincte. Ils gèrent les vastes terres agricoles vers la frontière du Bénin. Leurs relations avec le pouvoir ont souvent été plus conciliantes que celles des Tem de Sokolé. Acha Deji Afo est de Tchamba. Les Adbere sont de Tchamba. Adbere, c'est la Benjamine des épouses de Eyadema, qu'il aimait tellement qu'il lui a fait une fille, et je crois qu'elle était enceinte avant que Eyadema ne décède. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Entre-temps, il y a eu des histoires de taper d'eau par quelqu'un que vous connaissez, qui a tapé d'eau à son père, et cela a créé un véritable courroux dans la famille, vis-à-vis de Maman Lami. Elle s'appelait Maman Lami. Donc, les Adbérés et les Acha de Diafo et tout ça là, je crois, Acha Titipina et tout, eux, ils sont de Tchamba. Et ils ont
le vent en poupe hein, dans le régime, hein, parce que ils sont inoffensifs, ils sont dans le maraboutage pour maintenir le système. Et contrairement aux Kotokoli qui sont naturellement radicaux, aux thèmes qui sont radicalement radicaux, mais parmi eux, il y a certains qui ont été achetés, qui ont été influencés, mais qui ne perdent pas. Qui ne perdent pas l'engagement originel. Ils ont toujours ça. C'est pourquoi, quelle que soit la situation, le Kotokoli, même si voilà, il est du pouvoir, tout ça là, à des moments donnés, il se révolte, il s'engage et il fait les choses comme cela devait être dans la culture Tin. Donc voilà un peu, ça c'est du côté de l'Est. À l'Est encore, on a un petit peuple, un groupe minoritaire, mais aussi très stratégique. Souvent d'origine anago-yoruba. Ils sont liés un peu aux populations du Bénin. Ils sont les maîtres des échanges frontaliers. Ça, c'est les gens de Kambolé. C'est les gens de Kambolé. Ils sont les Sabi, ils sont... ils ont des noms de famille voilà, particuliers. Et ils parlent aussi une langue qui est proche du Nago. Ça, c'est les gens de Kamboli. Un exemple de personnalité issue de ce peuple Kamboli, c'est Dama Dramani. C'est lui qui est le maître à penser et c'est lui qui est la référence au niveau des gens de Kamboli. Il a été, avec ses cheveux blancs, aide de camp, garde du corps du président pendant longtemps. Après, il a été ministre plusieurs fois, société d'État, ministre du secteur privé, ministre du commerce, avant d'être président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas comment on a recyclé tout ce monde-là en sénateur. Je ne sais pas si aujourd'hui il est sénateur. Les gens de Kambole, je crois que j'avais résidé un peu dans une maison à l'Héride avec eux. Et on se moquait très souvent, on parlait leur langue qui était carrément différente, qui était incompréhensible au Kotokoli et au Kabien. Kumbonde, Reketina connaît Dando. Dando, par exemple, dans leur langue, c'est viens, Dando. Reketina connaît Dando. Ma bonne, Reketina Darmande. Darmande Fundelogojo. C'est comme cela ils parlent. Et c'est une langue qui est un peu proche du Nago, du Yoruba, un mix de ces langues. Donc, eux, ils sont beaucoup plus les maîtres des échanges transfrontaliers. Au sud de la région centrale, il y a vers la région des plateaux, il y a Blita et Langabou. Ça, ce sont des zones de forte mixité. Ici, on retrouve les Anyanga, les Adjaewe, des montées du sud, parce qu'ils devaient développer l'agriculture, et des Kabyais descendus du nord. Donc, Blita est le verrou ferroviaire et routier du pays. Parce que les chemins de fer que les Allemands ont construits se sont arrêtés à Blita. On devait continuer. Et après le départ des Allemands, et quand il y a démarré pour le pouvoir, il se disait que, comme il a des conseillers bizarres, un chemin de fer qui va sillonner jusqu'au nord va permettre une fluidité des communications et de mobilisation contre le régime, contre le système politique. Donc, on a décidé de limiter le chemin de fer à Blita pour ne pas faire profiter aux gens, surtout de Sokodé. Parce que Sokodé, c'est le bastion du commerce, des transactions, des échanges, de la communication. Donc, quand on va faire passer le chemin de fer là-bas, ça va être difficile pour ces populations d'être contrôlées. Voilà. Donc, eux, c'est le verrou ferroviaire. Et puis, toujours au sud, il y a aussi des peuples Akposo et Akebou. On en parlera quand on sera dans la région des plateaux. Parce que les Akposo et les Akebou, ils ont aussi une base non loin de Nyangabou et tout cela, Langabou et Pagala. Bien que plus présents que dans les plateaux, ils bordent le sud de la région centrale et sont souvent en conflit frontalier avec les migrants pour les forêts classées. Parce qu'il y a beaucoup de forêts classées, donc ils sont souvent en conflit parce que ils sont dans l'agriculture, ils sont dans le café et cacao, très souvent. Donc, comme eux, ils maîtrisent ça, et ça les met en conflit avec les populations locales.
Au centre, non. Quand vous quittez, je crois que ce qu'on va faire, vous pouvez m'accorder 5 minutes pour que je puisse connecter mon chargeur parce que mon téléphone est en train de se décharger. Donc, au centre nord, il y a Aouda. Je vais parler de Aouda. Je laisse Tché peut-être un peu commenter ou bien d'autres personnes en attendant que je revienne pour mettre en charge le téléphone qui se décharge très vite. Merci. D'accord, merci. Je peux juste entre Togolais, personne n'a la science infuse. On peut toujours donc apprendre les uns des autres, s'enrichir de l'expérience des uns et des autres pour pouvoir avancer collectivement en termes de connaissances qu'il nous faut pour pouvoir évoluer. Je pense que très peu de Togolais peuvent se vanter de connaître tout le Togo dans les détails, dans ces aspects. Et donc, on a toujours à apprendre les uns les autres. La dernière fois, j'apprenais par exemple que Kofi Congo, qui fut officier de l'armée, qui a participé au coup d'État, qui a participé au coup d'État de 63, Kofi Congo est le seul géographe de l'armée togolaise. Et donc, pour tracer les frontières, c'est lui qui avait les détails de la cartographie du Togo et qui faisait les plans et tout ça. Et donc, alors si on ne maîtrisait pas une région, on venait à Kofi Congo avec c'est lui qui avait les éléments, qui avait la carte et qui pouvait donner des détails. Et l'histoire, en tout cas, voudrait m'en renseigner comme quoi il était à la frontière du Bénin, en train de revoir la frontière, le tracé de la frontière entre le Togo et le Bénin. Vous savez, et Carlos nous a éclairé là-dessus, que la frontière actuelle que nous avons avec le Togo n'est pas la vraie frontière et que la frontière, les Français, quand les Allemands ont perdu la guerre, ils ont avancé de plus de 15 kilomètres. Donc, il y a 15 kilomètres de la frontière actuelle qui fait partie du territoire togolais. Mais personne n'en parle. Et quand vous allez au Bénin, vous allez voir que souvent les Béninois n'ont rien fait pour développer cette partie du Togo. De la même façon que nous avons perdu l'autre aspect, l'autre frontière avec le Ghana, avec la Volta Region. On en a fait un masterclass là-dessus. Et donc, Kofi Congo était à la frontière en train de faire ses tracés quand le général Lacaze, qui était le chef d'état-major de la Jeannot Lacaze. Est venu au Togo et il était un ami, en tout cas un camarade de classe de Kofi Congo. Les deux ont fait le Saint-Cyr ensemble. Donc il le connaît avant qu'il ne devienne chef d'état-major. Alors que lui, il n'a jamais monté en grade. Depuis, il est resté, je crois, colonel ou quelque chose. Et donc, quand Yadema l'avait appelé pour lui dire Jeannot Lacaze arrive, d'aller le chercher à l'aéroport. Il dit, mais je ne veux pas aller chercher Jeannot Lacaze à l'aéroport. En tout cas, il n'a pas accepté parce que Kofi Congo était en grade supérieur à Jeannot Lacaze. Yadema n'a pas aimé ça, puisque Jeannot Lacaze fait partie du service de renseignement qui renseignait Yadema sur l'armée togolaise. Bien que ce soit son ami. Et à cause de ça, eh ben, quand il est revenu, il a été dégradé, jeté en prison et finalement il a été assassiné. On a mis du gaz dans son appartement, dans sa villa et c'est ce qui a amené à la mort de Kofi Congo qui a participé au coup d'État. Et quand vous voyez la vidéo du coup d'État, lorsqu'ils avaient fait la conférence de presse pour annoncer, pour parler du coup d'État, c'est lui qui était à côté là et qui avait dit, l'assassinat du président Sylvanus Olympio, que c'est un accident, qu'ils étaient partis l'arrêter, le président ne s'est mal comporté et malheureusement, il est mort. Il était jeune en ce moment et remarquez que c'est le président Sylvanus Olympio qui l'avait envoyé quand le Togo préparait son indépendance et donc pour la future armée, c'est le président Sylvanus Olympio qui l'avait envoyé, qui lui a donné la bourse pour aller faire ses études en France pour revenir comme officier. Bref, c'est juste une parenthèse
pour vous dire que le tracé, la géographie, c'est quelque chose quand même qui est très important. Quand vous connaissez la géographie, vous comprenez alors l'histoire, vous comprenez la politique et vous comprenez finalement la géopolitique. Et donc, voilà, je vais remettre la parole à Carlos pour continuer sur ces éléments. Donc, moi, j'apprends beaucoup. Je ne connais pas très bien la région de Centrale. Je l'ai traversée 1 ou 2 fois, mais je ne peux pas vraiment en parler parce que je n'y connais pas trop. Mais je sais tout simplement que le jour où je suis arrivé à Sokoré, on était dans une campagne présidentielle et j'ai été surpris que on arrivait vers 23 heures et quand le convoi, il y avait la musique de Agboti, Yaoma Wena, Abloribadja. Donc le convoi s'est arrêté au milieu du marché vers 23 heures et il y avait les haut-parleurs qui chantaient Abloribadja. Mais en quelques minutes, c'est toute la foule qui dansait à Bloribadja. J'ai été très surpris de comment les gens dansaient à Bloribadja au cœur du Sokoré à 23 heures. Je dis, mais je ne savais même pas qu'ils comprenaient à Bloribadja, mais j'ai été surpris qu'ils chantaient mieux à Bloribadja que moi. C'est pour dire que le Togo est tellement une famille et que tout ce qui se passe, tous les Togolais le vivent dans leur cœur, indépendamment de la région d'où ils viennent. Et que tous les Togolais, nous sommes des frères et des sœurs. Et le changement, c'est quelque chose que tous les Togolais veulent et se battent pour ça. C'est la répression, c'est la violence qu'on abat sur le Nord qui fait que certains ne parlent pas, mais en réalité, dans leur corps bat le changement et la volonté de voir le Togo libre, démocratique et prospère. Merci Thierry pour ce complément d'information. C'est vrai que le régime togolais a été très méchant et au-delà de la méchanceté, c'est un manque de vision et c'est comme si une quoi. Parce que pour pouvoir développer son entourage ou une responsabilité qu'on a confiée en matière territoriale, il faut soi-même avoir une certaine discipline de l'éthique, une certaine valeur qui va beaucoup plus à créer, à transformer, à rendre beau. Mais j'ai l'impression que ce régime n'a pas cette touche-là. Ça fait que leur vision ne va même pas au-delà de ce qui peut d'abord arranger une personne humaine, autant une communauté. Parce que la région centrale, notamment Sokoré, est un centre commercial par excellence. Mais ils n'ont jamais réussi à créer des structures qui permettent de faire évoluer le commerce, notamment au niveau des marchés. Alors que c'est un carrefour. Comme on l'a dit, c'est un carrefour où les gens viennent de Bassar, les gens viennent de Tchamba, les gens viennent de Kambolé, et les gens viennent du sud, les gens viennent du nord. C'est un grand carrefour. Donc, la plupart des gens de Sokoré, des populations, les hommes, ils sont des conducteurs, ils sont des chauffeurs. Mais on n'a jamais créé une situation qui puisse voilà, faciliter la pratique de la conduite, du transport dans la localité. Il a fallu, aujourd'hui, le seul immeuble qui était en violet bleu sur la route de Bassar, je crois, c'est Nagodé Transport. Je ne sais pas comment c'est Nagodé, ça veut dire merci en Nago. Ça veut dire que c'est un Nago qui est venu créer cette société et il a fait un immeuble qui constitue la station de Nago de transport. Alors que le pouvoir togolais pouvait créer une situation où développer les transports, créer des infrastructures qui permettent des centres de formation pour faire des gens de Sokoré, les conducteurs par excellence qu'on peut envoyer. Pourquoi pas même développer les transports ferroviaires, les transports des cars et tout. Mais ils n'ont jamais été capables de le faire. C'est surprenant. C'est surprenant. Actuellement, bon, les autorités qui sont dans le pays, ils ont tous construit, ils ont préféré construire à Lomé. Et ils n'ont pas su développer la ville par rapport à leur propre construction. Quand ils vont, il y a certains qui restent à l'hôtel, certains qui retournent dans la maison familiale. Et il y a un immeuble qui est en train de pousser actuellement, je crois, du côté de Pangalam. Et c'est un pharmacien, dit-on, pharmacie Solidarité, qui est en train de construire cet immeuble. Quand les gens passent, ils disent waouh, 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 comme si c'était du nouveau. Je me souviens, c'était en quelle année, quand j'avais fait les études de terrain
une enquête participative sociologique dans la zone. Et ça a coïncidé avec le jour où les feux tricolores sont arrivés à Sokodé. Tu ne peux pas imaginer. J'ai pris le temps d'observer la réaction des populations à l'arrivée des feux tricolores. Mais il y avait des gens qui s'étaient rassemblés à tous les points de feux tricolores. Et ils étaient émerveillés. Ah, bonzom, bundum, bundum, là, il a. Et les chi, et les si, quoi. C'est-à-dire que ça ça s'allume, le verre vient, mais qui est derrière tout ça? Mais une voiture s'arrête, après le verre s'allume, et la voiture part. Mais c'est pas possible, c'est de la magie! Vous imaginez? C'est vrai, je ne suis pas en train de m'en moquer, parce que je suis à Dja, chez moi, à Tung, le jour où l'électricité est arrivée, et que les lampadaires ont été allumés. Ça aussi, c'est sociologique. Les gens ont dormi sous les lampadaires pendant toute la nuit, hein. Ils sont restés là, à se poser les questions, à se dire comment c'est fait, à voir si c'est chaud, et tout ça. Ça, c'est chez voilà, mes parents à Dja, je suis en train de parler. Donc, je parle avec beaucoup de neutralité pour ne pas créer une frustration, pour dire que je suis en train de faire de la parodie ou bien de la dérision d'un peuple. Ça, c'est purement sociologique, et chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y a de ces genres de réactions. Donc, revenons au centre-nord, au niveau de la région centrale, Aouda. Quand vous quittez Sotouba, vous allez vers Adjengré, vous allez vers Blita, il y a un petit village qui produit beaucoup d'igname. Vous allez voir au bord de la route, il y a des tas d'ignames. C'est là-bas qu'on peut acheter le mieux, le moins cher, les ignames. Aouda. Il y a des gens avertis. Je crois que je salue au passage de Zachary, Premier ministre du gouvernement de la DMK, qui est avec nous. Et je le salue au passage. Je pense qu'il va pouvoir venir nous donner quelques détails sur ces réalités, parce que lui, il a grandi à Sotoubois et il sait bien de quoi je parle. Quand je parle de Aouda, quand je parle de Thiébé, quand je parle d'Adjengré, quand je parle de Kanyambois, qui se trouve être le village de Payadoua Boupessi, ancien ministre de l'administration territoriale. Je ne sais pas si lui aussi il est recyclé dans le Sénat, et toutes les autorités. Je pense qu'il aura l'occasion de nous revenir là-dessus. Aouda, c'est la zone de transition où les populations autochtones, souvent liées au thème, cohabitent avec une très forte colonie kabyère installée depuis l'époque coloniale pour la culture du coton. Donc Aouda est réputé pour la culture du coton. Donc les populations là-bas, c'est une communauté thème, mais les kabyers sont majoritaires. Et quand tu vas là-bas, c'est le kabyer qu'on parle, en pleine région centrale, comme à Sotoubois. Alors que Sotoubois, je le disais, les terres de Sotoubois jusqu'à Fazao appartiennent aux populations de Fazao qui sont des Kotokoli. Je crois qu'il y a une nuance du parler thème là-bas, et que j'ai essayé de faire les comparaisons, parce que j'ai compris le thème au niveau de Fazao avant de venir comprendre le thème au niveau de Alheride, de Daoudé, de tout ça là. Il y a des petites nuances comme le Wachi d'Arépé, le Wachi de Vaughan, le Wachi de Tchévier et tout ça. Donc eux, ils sont dans la culture du coton. Donc voilà un peu la cartographie humaine de la région centrale, composée de plusieurs ethnies. Je reviendrai sur les lexiques qui permettent de comprendre un peu comment on fait les définitions. Mais, étant donné que c'est le pouvoir, RPT. Et les bassards. Et les bassards. Oui, les bassards, ils sont également dans la région centrale, c'est vrai. Ils sont situés du côté, à l'est. Donc, ils sont un peu du côté des Tchamba. Et je vais revenir sur les bassards parce qu'ils constituent une entité particulière. Je vais revenir sur eux parce que ils sont un grand peuple cultivateur avec le fer et tout. Nous allons revenir là-dessus. En attendant, je peux revenir d'abord sur après la cartographie, sur la situation ou la dynamique, ce que j'appelle la dynamique migratoire kabyère dans la région centrale. Parce que, je l'ai répété déjà 3 ou 4 fois, la région centrale est une bombe à retardement. C'est une poudre ça peut éclater tous les jours. Les autorités togolaises, même au niveau de la CVJR, ont
essayer, tenter de créer une cohésion entre ces peuples-là, mais il y a toujours des problèmes. Parce qu'il y a des conflits. Le conflit entre les Tem, Kotokoli et les Kabyles trouve sa source dans l'histoire du peuplement. Le surpeuplement du Nord. Originaire de la Kosa et de la Bina, le peuple kabyle a migré vers le sud en raison de l'exiguïté des terres et des politiques de colonisation agricole. Ça remonte à la colonisation. Encouragé sous l'ère coloniale, puis sous la présidence de Gnassingbé et Adema. C'est pourquoi les Kabyles se sont installés sur les terres des Tem, comme ils se sont installés sur les terres dans la région des plateaux. Vous connaissez l'histoire de Bodier et tout ça là. On reviendra quand on sera dans la région des plateaux. Ils se sont installés comme des métayers et ouvriers agricoles avant de devenir propriétaires de fait sur plusieurs générations. C'est là où se pose le choc des identités. Les Kotokoli, les Tem, structurés autour de chefferies puissantes, considèrent ces terres comme leur patrimoine ancestral, tandis que les Kabyles, après des décennies d'occupation, les revendiquent comme leur moyen de subsistance vitale. Ce qui crée des conflits. Et les localités, comme Fazao, comme nous venons de le dire dans la préfecture de Sotoubois, est emblématique car la zone abrite le parc national Fazao-Malfakassa. Les populations kabyles ont été déplacées pour la création du parc et la pression foncière sur les terres périphériques a créé des frictions. Les Kabyles, très présents dans l'agriculture intensive, se sont heurtés aux droits coutumiers des chefs Tem qui revendiquaient la forêt et les terres fertiles. L'impact, c'est qu'il y a eu des affrontements cycliques lors des périodes de récolte ou de délimitation des champs. Et je me souviens, à l'époque, quand on était à Fazao, il y avait toujours un problème où les gens se sont affrontés à coups de couteau, les gens se sont tués avec des fusils traditionnels et tout. Parce qu'il y avait des Kabyles qui disaient que ils ont dépassé les limites, les Kotokoli disaient que non, c'est leur terre. Donc il y a toujours ces conflits-là. Dans les années 90, également, quand il y avait l'avènement de la démocratie, les populations sont révoltées, tout le monde s'est déchaîné parce que les gens commençaient par revendiquer leurs droits. Et Adema a fait convoquer, je crois en 91-92, et je reviendrai là-dessus, certains responsables chefs de la localité pour essayer de leur dire que non, de rester dans la cohésion et tout ça là. Et ça n'a pas marché parce que on essaie de mettre juste un sparadrap sur le problème, mais on ne guérit pas la plaie. Et la plaie reste. Et je rappelle que c'est dans cette zone, que c'est de cette zone qu'est issu l'ancien commissaire de l'OTR, Tchodier. Il est de Djerpanga. Et Djerpanga, vous ne pouvez pas imaginer, je le disais la dernière fois, quand tu quittes Fazao, tu vas aller sur la montagne, et il y a Bouloou, il y a Djerpanga, et c'est là-bas qu'il y a aussi Tindiassé. Vous entendez souvent dire un village de la région des lacs, de la préfecture des lacs, qui s'appelle Djankassé, ou bien je ne sais pas, de Djankassé à Tindiassé. Parce que Tindiassé est considéré comme le 6e continent, perdu dans les montagnes, et aucune voie, même le vélo ne peut pas y aller, il faut aller à pied. Donc je ne sais pas si aujourd'hui, avec la prise de responsabilité de Tchodier de l'OTR, il a réussi à penser à son village où on peut même se déplacer, aller en voiture. Mais c'est des zones sur la montagne qui sont impraticables. Maintenant, Sotoubois, puisque nous avons quitté Sokodé, Sotoubois est le carrefour de la migration. Donc, c'est ici, à Sotoubois, que la mixicité est la plus forte. Les conflits, ils sont souvent liés à la chefferie traditionnelle. Les Kotokoli refusent parfois des Kabyles, considérés comme des étrangers, accèdent à des postes de décision locales ou possèdent des titres fonciers définitifs sur des terres prêtées par les ancêtres Tem. Ça, c'est le problème foncier. Donc, ils sont venus et Sotoubois a été une zone qui a été fortement maîtrisée par le général Eyadema à l'époque. Il avait la ferme sémencière de Sotoubois où on faisait les vergers, la culture, les fruits, les légumes et tout. Et il y avait un grand centre d'élevage des porcs. Il a, à maintes reprises,
fait débarquer des militaires pour tabasser les populations parce que il semble que les gens mangeaient les porcs ou les tuaient par sorcellerie. Donc, il y a eu cette histoire, cette anecdote qui disait que, ou bien les Kotokoli, ou bien les Kabiais, par sorcellerie. Oui, oui. Il y a une forte histoire sorcière. Il y a une forte histoire sorcière à Sotobois. Parce que. Les trucs par sorcellerie. Oui, oui, par sorcellerie. Je crois que certains. Oui, parce que par sorcellerie, c'est qu'il avait une grande ferme et à des moments donnés, on se rendait compte que les porcs mouraient ou bien disparaissaient et on attribuait ça à de la sorcellerie de certaines personnes de la localité. Parce que la sorcellerie est très réputée. Et Sotobois est le répondant de Anié. Vous savez, Anié n'appartient à personne. C'est une communauté mixte où des gens sont venus de partout. Et souvent, l'anecdote dit que Anié, quand on chasse un sorcier dans un village, on le marginalise, il atterrit à Anié, parce que c'est là-bas c'est le centre des sorciers. Donc, ils sont tous là-bas. Bon, ils se mangent les arbres, ils se font des trucs. C'est la même chose pour Sotobois. Sotobois aussi, c'est une mixité de plusieurs populations qui sont venues de part et d'autre. Et surtout, ceux qui n'ont plus leur existence vitale dans leur lieu d'origine, que ce soit à Kara, que ce soit à Pagoda, que ce soit à Ketao, quand on les chassait, parce que à l'époque, quand tu es sorcier, ou bien on te jette à la vindicte populaire. Moi, j'en ai assisté à Fazao quand j'étais là, où à midi, on disait que il faut le lapider parce que c'est un sorcier, ou on le jetait, il restait dans la forêt et tout. Donc, quand il se déplaçait, il venait s'installer dans une zone favorable. Et là, la confrérie se réunissait et il y avait des morts par hécatombe. Donc, quand les porcs de Yadema disparaissaient, il y avait des porcs qui mouraient sans raison, alors qu'il y avait des entretiens vétérinaires et tout ça là. Ils disaient que non, ça, ce sont les sorciers qui mangeaient mes porcs. Et on a débarqué les militaires, on a tabassé les gens. On a tabassé à plusieurs, on a fait des opérations à plusieurs égards. Et cela a encore renforcé la colère, la haine des Kotokoli contre les Kabiais, parce que, voilà, Yadema, Nyassime Yadema est Kabiais. Donc pour eux, ils favorisent l'ethnie Kabiais au détriment des gens des Kotokoli qui sont les autochtones. Donc, au même moment, ils accèdent à des postes de décision locales et possèdent des titres fonciers et définitifs, tout ça là. Après Sotobois, il faut parler de Adbandi et Nyamasila. Il y a une anecdote qui dit que Naburo Ala, Adbandi et Nyamasila Lota, il y a eu une guerre qui a occasionné des morts entre Adbandi et Nyamasila. C'est toujours dans la région centrale, qui a opposé autant les Kabiais, les Tem et aussi d'autres populations transhumantes qui constituent les Peuls. Non seulement sur des questions de terre, mais sur des questions de femmes, sur des questions de sorcellerie. Donc, il y a une tension permanente qui existe dans cette localité. Ça, c'est à Adbandi. Donc, ces zones sont souvent des pôles de production du coton et du céréal. Le conflit a souvent pris une tournure politique, parce que la politique est au centre de tout ce qui se passe. Lors du processus de démocratisation des années 90, des Kabiais ont été chassés d'Adbandi par des autochtones, perçus comme des soutiens du régime en place. Quand il y a eu le vent de la démocratie, vous savez, et les Kabiais ont eu la vie dure dans toutes les localités. C'est malheureux et ça risquait, on a risqué la guerre civile pendant ce moment. Ou que ce soit dans le Cloto, dans le Kpélé, et à Bodje, et tout ça, on a fait la guerre au Kabiais. À Nyamasila, les tensions ont tourné autour des ressources naturelles, accès à l'eau et aux zones de pâturage. Parce que là-bas, il y a beaucoup de peuples, et les conflits opposent non seulement les agriculteurs Kabiais au Tem, mais aussi les éleveurs transhumants. Et qui essaie de aussi revendiquer des terres parce que pour le bétail ou pour des petits conflits où les bœufs, les vaches vont dévaster des champs des autochtones. Et ce problème de transhumance existe toujours. C'est pourquoi à un moment donné, on a nommé Yark le ministre de la transhumance parce que il a des cheptels un peu partout. Donc, il est à même de pouvoir
contrôler, gérer le problème de transhumance. Ben, ça a fait long feu. Il est devenu aujourd'hui directeur de cabinet. Donc, voici un peu le rappel détaillé des conflits des acteurs clés dans les localités. Maintenant, Sotoudouwa, qui en 1993 a constitué l'épicentre de conflits armés. Sotoudouwa a connu des affrontements les plus violents de la région centrale, marquant le passage d'une dispute foncière à un conflit communautaire ouvert. Dans le siège de la Conférence nationale de la grève générale, le déclencheur, à l'époque, si je me souviens, en 1993, c'est l'incendie de la paillote d'un immigré kabyle par un groupe de jeunes Kotokoli à la suite d'une dispute sur une parcelle de terre familiale. Ce qui a causé une guerre qui a occasionné des morts, des blessés. À Sotoudouwa, l'élément déclencheur, c'est que on a incendié la paillote d'un immigré kabyle par un groupe de jeunes Kotokoli à la suite d'une dispute sur une parcelle de terre familiale. Donc, le groupe des jeunes Kotokoli revendiquaient la récupération des terres ancestrales prêtées à l'époque coloniale. Et c'est en ce moment que naquit la terminologie de milice d'autodéfense kabyle. Et vous imaginez, Faure Gnassingbé a ressorti de cela, que c'est des groupes d'autodéfense quand les miliciens ont attaqué les partis politiques d'opposition. Et c'est en ce moment qu'est née cette milice d'autodéfense kabyle. Ils étaient mobilisés pour reconstruire les habitations détruites et protéger leur population. Et cela a créé des guerres, des conflits qui sont en latence jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les peuples kabyles sont en train de regarder, les Kotokoli de Sotoudouwa regardent les Kabyles en chien de faïence. Ils attendent qu'un élément déclencheur, que le régime tombe pour que des gens commencent par revendiquer, autant pour beaucoup de Togolais. Mais ce n'est pas légitime, ce n'est pas juste dans la mesure où c'est le pouvoir qui a instrumentalisé tout cela. Parce que dans ce conflit, dans la foulée, il y a l'intervention tardive des forces de l'ordre après que le conflit a dégénéré et il y a eu des affrontements à l'arme blanche et au fusil de chasse. La conséquence, des dizaines de morts, des déplacements massifs des populations kabyles vers le nord et de Kotokoli vers Sokolé. Donc, voilà une autre zone de tension. Et comme on l'appelle en géopolitique, un foyer de tension qui existe, qui est en veilleuse, qui peut déclencher à tout moment si le régime politique ne répare pas les torts, ne crée pas la justice autour de la distribution, autour de l'influence, autour de la domination par l'ethnie. S'il ne le fait pas, un jour, malheureusement, des innocents kabyles vont être victimes tout simplement parce que le régime a profité pendant longtemps. Débarquons à Fazao, le conflit de la terre promise. Le conflit Fazao est intimement lié à l'extension du parc national et de la pression sur les terres. 90-91. La période de la conférence nationale et de l'avènement de la démocratie a créé beaucoup de résurgences, des griefs et des frustrations accumulées par les populations. Donc, il y a eu une zone où les populations de Sotoudouwa se sont révoltées pour revendiquer leurs terres. Et cela est revenu entre 2006 et 2011. Il y a encore une récidive, ces populations se sont encore révoltées. Et les acteurs étaient les chefferies traditionnelles qui étaient les gardiennes du droit coutumier. Les colons agricoles installés depuis les années 40-50, avant les indépendances, qui se considéraient comme chez eux par droit de mise en valeur. Parce que les Kabyles se disent qu'eux, ils ont mis en valeur les terres, ils ont cultivé pendant longtemps, donc la terre leur revient. Le général Gnassingbé Yadima, le père de Faure Gnassingbé, est intervenu personnellement à plusieurs reprises pour imposer des trêves précaires entre les deux communautés. Mais cela n'a pas marché. Et à Adbandi, il y a la politisation du foncier. La fracture a été quasi totale au moment du multipartisme. Donc, les conflits des expulsions punitives se sont multipliés, ont visé les Kabyles. Les autochtones exigeaient le départ des étrangers Kabyles et la restitution des plantations de café et de cacao.
Et dans la foulée de cette, de cette mobilisation, de ce conflit, il y avait le comité de vigilance locaux qui avait été créé, qui étaient des comités, entre guillemets, anti-Kabyais. Vous imaginez, influencés par les discours de la conférence nationale prônant la restitution des terres. Parce que à un moment donné, au niveau de la conférence nationale, on a dit qu'il faudrait restituer, surtout avec les faunes de Naboulgou et la faune de l'Akéran et tout, on a dit qu'il faut restituer les terres aux populations qui ont été martyrisées. Oudjoua faisait des exécutions sommaires, systématiques, où il attachait des gens sur des hélicoptères et il les promenait dans les villages avant de les exécuter pour décourager tous ceux qui iraient dans la faune. Et dans la foulée, il y a eu l'intervention des RPC, les régiments paracommando, pour protéger les populations kabyais, alimentant encore les accusations de partialité de l'armée. Donc ces tensions ont été récurrentes pendant plusieurs années au point où, et à un moment donné, c'est Pascal Bodjona, qui était ministre à l'époque, qui, en 2011, a été chargé par Faure Gnassingbé de désamorcer les crises foncières dans la zone. Il est là, il peut témoigner. Et on avait mis en place des commissions locales de paix pour prévenir les affrontements de ces périodes. Les recommandations de la CVJR sont revenues là-dessus, mais comme ces recommandations n'ont pas été appliquées, donc on n'a jamais eu le temps de pouvoir les exécuter. L'impact de tous ces conflits, de toute cette division entre les populations, des divisions artificielles qui favorisaient des peuples de gré ou de force au détriment d'autres, c'est que le régime utilise aussi non seulement l'ethnie, non seulement l'armée, non seulement l'argent, mais utilise aussi la question foncière comme un levier de stabilité, mais c'est un équilibre fragile. Ils utilisent ça comme un levier de stabilité parce qu'ils se disent que quand nous allons partir, c'est ce qu'ils disent à tous les Kabyais qui sont installés partout au Togo, quand nous allons partir, on va vous chasser. Vous avez vu ce qui s'est passé à Gbandi, vous avez vu ce qui s'est passé à Niamassila, à Sotoubois, à Bodié, à Talimé et partout. Donc, quand vous allez nous lâcher, c'est comme ça, on va vous chasser, on va vous arracher et vos biens et vos terres. Est-ce que vous savez que les cadres kabyais ne construisent pas sur la route d'Aného? Il faut faire l'expérience. Parce que la route d'Aného est considérée comme une route interdite, dangereuse pour eux, au cas où il y aura une situation où leurs biens seront confisqués. Donc, ils n'ont pas confiance aux gens d'Aného. Donc, de Lomé jusqu'à Aného, peu de cadres kabyais réalisent leurs biens là-bas. Ils préfèrent être sur la scène nationale du numéro 1 pour que dès qu'il y a quelque chose, ils peuvent rapidement sauter dans une voiture et aller au nord. Ça, c'est un constat sociologique que moi j'ai fait et je l'ai vérifié. Quitte à chacun de pouvoir voir si réellement, quelle est la proportion des chantiers, des biens de ces populations. Donc, le régime maintient dans la région centrale et surtout dans les zones de conflit à Sotoubois le statu quo qui est vital. Parce que si le gouvernement tranchait radicalement en faveur des autochtones, il perdrait sa base électorale et militaire kabyais. Parce que c'est eux qui sont implantés là-bas. Mais s'il tranchait trop en faveur des Kabyais, il risquait une insurrection généralisée dans la région centrale. Donc, comme vous le savez, c'est le niveau supérieur de la stratégie de l'arbitre. Faure est passé maître dans cette stratégie-là. Il se positionne souvent comme le dernier rempart contre les chaos ethniques. Et le message politique est subtil. Sans moi, cette tension rurale se transforme en guerre civile. Donc, c'est vous les Kabyais qui allez en pâtir. Voilà comment il instrumentalise l'ethnie pour continuer à consolider son pouvoir. Oui sur la réforme, moins sur le fond. Donc, une protection structurelle, l'armée, l'ossature du régime reste l'armée, où le groupe Kabyais est légèrement surreprésenté, environ 70% des sous-officiers, selon certains rapports. Donc, cette protection est une garantie mutuelle de survie pour le régime togolais. Donc, la région centrale
reste une région très stratégique. Et je vous l'avais dit dans la masterclass de la semaine passée, tous les cadres Kotokoli, Tem, qui sont aujourd'hui à unir, étaient de l'opposition. Atchadéji était du cadre, je crois, et Solibazi Katari, il est d'un parti d'opposition, et voilà, tout le monde. Donc c'est après qu'on les a récupérés pour qu'ils soient du parti UNIR. Et ils sont surveillés comme du lait sur le feu. Parce que on sait qu'à tout moment, le Kotokoli peut changer et sa façon de voir les choses et se révolter. C'est pourquoi on prend soin et on essaie de les maintenir à des postes de responsabilité. Foli-Bazia est ministre depuis plus de 30 ans, je crois. Il est ministre depuis plus de 30 ans, au point de venir assumer l'intérim de François Akela Essoboko quand il était parti en tant que ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que les massacres de 2005 ont eu lieu sous l'égide d'un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Foli-Bazia Katari, oui, c'est ça. Dans la foulée, il y a eu aussi une situation où Faure joue aussi à l'image d'équilibriste. C'est ce que moi j'ai essayé de néologiser, éouéisation politique. Parce que contrairement à son père, Faure Gnassingbé a tenté de déethniser son image. Sa mère étant du Sud, il joue sur son métissage pour apparaître comme le président de tous les Togolais. Il a remplacé, bon, le RPT et tout ça, la part unir et tout, mais rien n'a changé. C'est le même système qui commence. Donc si la protection politique demeure, la protection économique diminue. Les paysans cabiers de la région centrale souffrent. Les paysans cabiers de la région centrale souffrent non seulement de la pauvreté, au même titre que les thèmes, mais le régime protège l'élite cabier, mais pas forcément le cultivateur de base de Fazao. Donc c'est seulement la minorité dont lui-même il a parlé, qui constitue l'élite, qui essaie d'être instrumentalisée. Conséquence, si le régime tombe un jour, parce que lâché, parce que les gens sont suffisamment informés, les gens ont compris le jeu de la manipulation, de l'ethnie, de l'instrumentalisation des ethnies pour conforter son pouvoir, quand il y aura une chute brutale, la crainte est que les populations autochtones, Tem, Atosso, Ewe, ne cherchent à récupérer par la force des terres occupées par les Kabyles depuis 60 ans. Et cela pouvait provoquer un exode massif vers le nord. Non seulement un exode massif, ça c'est le moindre mal, mais une guerre civile, parce que la plupart des, on dit 70% des Kabyles sont dans l'armée. Il y a un autre aspect que j'appelle un peu la libanisation. Si l'armée majoritairement Kabylie, oui. Si tu permets, je vais juste rapidement ajouter quelque chose. Alors, en prévision, et c'est là où le régime de Gnassingbé est un régime dangereux. C'est un problème qu'ils ont créé, puisque tous les Togolais doivent se sentir libres sur la terre du Togo, partout où ils s'installent. Il suffit seulement de respecter les règles. Vous voyez? Mais le régime, dans un souci de domination ethnique, a provoqué, n'est-ce pas, de l'exode dans certaines régions qui, au départ, pour des raisons peut-être de terre ou d'agriculture, mais étant donné que leurs enfants sont rentrés dans l'armée et que l'armée est devenue plus de 90% Kabylie, eh bien, ils sont revenus par la force. Ils sont revenus par la force pour instituer donc des chefferies ou pour faire preuve, pour s'imposer par la force des armes. Le cas de Koulouma Takwame est un cas. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont renforcé la sécurité avec les armes. Alors, c'est devenu des cendres, des points de départ, des répressions sanglantes quand il y a ébullition, quand il y a révolte. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement une question de terre qui peut normalement être réglée, mais c'est devenu des zones où on concentre une force
que ce soit militaires ou paramilitaires, à qui on donne des armes, ok, on donne des armes, et avec des consignes très claires que si jamais telle population se soulève, massacrez-les. Et le cas d'Atakpamé avec Kounou a été un cas. Alors, ils sont renforcés aussi par des anciens militaires. Vous voyez, ceux qui partent à la retraite, mais qui sont dans la zone, renforcent cette équipe. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs centres, n'est-ce pas, de plusieurs zones éparpillées un peu sur le territoire et qui ont des privilèges, qui ont accaparé, certains ont accaparé des terres et qui ont été renforcés par le legs militaire, soit parce qu'ils ont des enfants militaires, soit parce que ces militaires sont à la retraite et le gouvernement, en tout cas le régime Négasimbe, leur donne des armes. Donc on a préparé, Yadema avait préparé une déflagration du Togo en termes de violence ou en termes de guerre civile. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a ces genres de situations, il y a un groupe, c'est pas tous les cadres qui le font, mais il y a des groupes qui sortent avec des flèches à la main. Moi, je me rappelle à Dido Gomé, ce n'était plus quand, je crois que j'oubliais la date, il y avait eu une crise, et puis il y avait un groupe de cadres qui sont sortis avec des flèches et qui menaçaient d'attaquer à des gens. Mais c'était complètement ubuesque, en plein centre de Lomé à Dido Gomé. Vous voyez? Et donc, c'est pour vous dire que c'est des bombes à retardement. Et il va falloir tout simplement, pour éviter ce genre de conflit, je crois que c'est Razak ou quelqu'un qui nous l'a dit la dernière fois, mettre en place des comités de réconciliation et aussi de faire en sorte qu'il n'y a pas qu'un groupe qui ait des armes létales, des fusils, des AK, des couteaux, comme on le voit même dans la ville de Lomé. Vous avez vu qu'en 2017 et récemment, il y a des groupes qui sont sortis et qui avaient des armes, ils avaient des jeeps. Et ils peuvent aller attaquer les autres. Donc, le fait de créer ces zones paramilitaires, ces miliciens, en les armant, c'est une bombe à retardement. Le régime, quoi qu'il est protégé. Le jour où ça va barder, Fonya Sigbe va prendre son hélico ou va être exfiltré. Mais qu'est-ce qu'il fait de ces populations qui, entre-temps, ont été armées et qu'on a donné des kalachs pour martyriser d'autres populations, mais le rapport de force a fait en sorte que ce n'est plus en leur défaveur. Alors qu'ils sont des Togolais aussi, ils ont le droit. Donc, on expose une communauté. On met les gens en danger. En cherchant à se protéger, le régime crée des situations qui vont être très difficiles, alors que ces gens ne sont de près ou de loin liés au profit du régime. C'est seulement Fonya Sigbe qui se protège. Voyez. Donc, ce n'est pas juste une question de terre ou de chefferie, c'est aussi une volonté de domination et que le régime met des armes à leur disposition. Il y a un officier qui nous avait partagé les caches d'armes un peu partout au Togo, la cartographie des caches d'armes dans la ville de Lomé, mais aussi un peu partout au Togo, où on a mis des caisses d'armes et on demande à ce groupe-là, quand ça va barder, allez dans cette zone, prenez les armes et attaquez vos voisins, vos voisins de quartier, etc., parce que vous êtes menacés. Et donc, le régime fait sa survie, il le projette sur la communauté kabyère, alors que ça n'a rien à voir. C'est fort qui tombe, ce n'est pas la communauté kabyère qui est en cause. Mais il fait semblant que si je tombe, c'est comme si c'est la survie de tous les Kabyères du Togo qui en... Donc, défendez-vous, rentrez dans la guerre et vous êtes menacés. Donc, je pense qu'il va falloir déconstruire ce narratif, ce récit guerrier auprès justement de la communauté kabyère pour qu'elle ne tombe pas dans le piège du régime. Parce que le régime veut les entraîner dans une guerre civile quand son intérêt est menacé, alors que ce n'est pas l'intérêt, n'est-ce pas, de la communauté kabyère qui est menacée. Celui qui a acheté un terrain et qui l'a acheté dans les règles de l'art, qui a une maison, pourquoi on le lui arracherait? C'est son terrain, il est togolais, il a le droit, comme tous les autres togolais. J'achète un terrain à Kara, je construis, c'est ma maison, quelle que soit la situation dans la ville de Kara, je suis togolais, ma maison devrait être préservée. C'est ce principe-là qui doit être partout. Voyez, mais si on va aller mettre un groupe
disons, des gens d'Aného à Kara, et qu'on les arme, et on fait de dominer la population de Kara, ben, le régime qui fait ça, s'il tombait, ben, le groupe là qu'on a installé à Kara sont en danger parce que quelque part, on les a mis en danger. Donc, c'est cet aspect que je voudrais souligner pour dire que Yadim avait préparé la guerre civile. Il a installé des zones il a installé des dépôts d'armes un peu partout. Il a mis à contribution la communauté cadienne qui est composée essentiellement des militaires et des militaires retraités et qui n'a rien à voir avec la majorité et des Cadiens. Ces gens-là, c'est eux qui forment le cœur des milices et qui mettent en danger toute la communauté mais ces gens-là le font pour leurs intérêts personnels, égoïstes, en mettant en danger une communauté. C'est cet aspect-là que je voudrais aussi ajouter au développement que tu viens de faire et qu'on doit désarticuler, désamorcer et identifier ces miliciens-là et prendre des mesures contre eux de façon à assurer la sécurité de toutes les communautés partout où ils sont sur le territoire togolais, car c'est ensemble qu'on va reconstruire le Togo. Et ceux qui sont des miliciens, ceux qui sont des criminels, ceux qui ont des armes et qui menacent les autres doivent comprendre que c'est plutôt eux qui constituent le problème. Pour terminer, je me rappelle une vidéo qui a circulé où une dame qui se réclame de la communauté kabyère disait que son magasin, que M66 avait appelé pour s'attaquer au magasin, ce qui est faux. M66 n'a jamais appelé pour s'attaquer à qui que ce soit. Et elle disait qu'elle a des armes, que elle va pouvoir se défendre et tirer sur les gens qui vont l'attaquer. Et donc, ça veut dire qu'il y a certains à Lomé qui ont des armes et certains n'en ont pas. Alors, qui a distribué ces armes et pour quelle intention? Et voilà, la dame vient dire, moi j'ai des armes et quand il va y avoir une manifestation, que quelqu'un va s'approcher de mon magasin, moi je vais me défendre. Et cette dame n'a pas été interpellée par les autorités togolaises. On ne lui a pas demandé, mais d'où sort ton arme? Non. Mais par contre, on peut aller arrêter un affection ou quelqu'un qui aura tout simplement parlé sur le réseau social. On va le jeter en prison, mais cette dame, on ne l'a pas jeté en prison. Donc, il y a une volonté du régime de créer les conditions de la violence, les conditions d'explosion d'une guerre civile avec des minorités de miliciens implémentées partout sur le territoire togolais pour se protéger en tant que régime, mais qui protège tout simplement les intérêts de ce régime mafieux et qui veut diviser les Togolais. Merci Thierry pour cette contribution, pour requinquer ce que tu viens de dire. Je m'avais dire que cette prise du territoire par les officiers à la retraite comme en fonction est illustrée par les fermes qu'ils construisent ou qu'ils développent à travers le pays. Quand vous allez dans un village à Nié, j'oublie le nom du village, le général Berena a installé une ferme là-bas, agro-pastorale. Il a pris des hectares, il a clôturé, et puis il a mis les trucs d'élevage et tout ça là, il développe l'agriculture. Et vous savez, ceux qui travaillent dans ces fermes-là, ce sont des militaires. Qu'on importe, comme Yadema avait fait avec Sotoubois, dans sa ferme sémencière et dans son centre d'élevage de cochons. Donc, partout sur le territoire, ils ont, que ce soit à Palimé, que ce soit à Nié, à Mlamé, et à Mou, dans la Mou, à Badou, et partout il y a des terres, ils ont acheté, ils en ont fait des fermes, et ceux qui devaient faire des cultures, puisque vous savez, le café, le cacao, ce sont des cultures qui restent longtemps, qui durent longtemps sur les terres, donc ils occupent ces terres-là par le café, le cacao. Donc ils maintiennent un tout petit peu un titre sur ces zones et ils mettent des militaires pour les diriger. Donc, au cas où il y a problème, comme tu le dis, ça risque d'être voilà, une sortie de ces personnes pour leur survie. Donc, le pouvoir togolais, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de jeter la communauté kabyère en holocauste, en sacrifice. Parce que c'est une poignée d'individus autour de fort qui profitent
de cette division, de ce bouclier qu'il fait de l'ethnie kabyle, de la communauté kabyle, pour continuer à exister. Mais quand ça va déclencher, un problème va survenir, où il y aura une chute brutale du régime, et eux, ils vont s'en sortir, s'ils sont vivants. Ben, s'ils ne s'en sortent pas, ben, les autres vont prendre le relais pour juste leur survie. Et les peuples autochtones vont chercher à revendiquer. La commission Vérité, Justice et Réconciliation a fait un bon travail. Monseigneur Bariga a fait un travail très scientifique. Dans les recommandations, on a mis l'accent sur la réforme du code foncier de façon claire, où la terre appartient à celui qui l'achète légalement, qui est le droit moderne, et non plus seulement à l'ethnie dans le droit coutumier. Bien sûr, il y a des familles qui ont des terres, et moi, j'ai eu des expériences où, à des moments donnés, quand vous êtes dans un village et que vous avez beaucoup de terres, le régime organise une situation de forêt classée, ou bien de faune, ou bien de ceci, pour dire que voilà, la faune a avalé votre village et on est obligé de vous déplacer. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les histoires de réserves administratives, où on est en train de déguerpir les pauvres populations, des gens qui ont acheté ces terrains avec de l'argent, parce que ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute d'une administration qui n'a pas su gérer ou avoir un code foncier. Même on nous a parlé d'un code foncier qui avait été mis en place, mais à ce jour, il n'est pas appliqué. Tout simplement parce que les intérêts des officiers, des personnalités publiques de unir tout ça là dépassent la réalité de l'application du code foncier. Et pour aller plus loin, ça c'est ne pas souhaitable. Dans une analyse géopolitique de la situation, quand à un moment donné, il y aura une situation où le régime chute de façon brutale et que cette majorité kabyle innocente se sent menacée par un nouveau pouvoir, elle pourrait se replier sur le nord et faire sécession ou entretenir une instabilité permanente. C'est ce qui s'est passé au Liban. C'est pourquoi j'appelle ça la libanisation du Togo, au cas où le régime chute. Parce qu'au nord, ils vont se sentir en sécurité, il y a des camps armés, il y a des armes, il y a des trucs, ils vont se replier et ils vont constituer vraiment une situation de sécession contre les gens du Sud. On ne le souhaite pas, mais c'est une analyse géopolitique qui peut aussi arriver dans des conditions où il y a un pouvoir qui est resté pendant 60 ans, qui a sacrifié une ethnie qui lui appartient comme paravent, comme bouclier, et qui continue d'instrumentaliser cette ethnie de gré ou de force, alors que ces personnes sont innocentes et sont obligées tout simplement de faire l'affaire. Donc, comment il faut interpréter toutes ces actions politiquement? Je vais utiliser peut-être une analogie simple de ce que le régime politique est en train de faire. Nous sommes le Togo comme une maison, le Togo est comme une maison, où deux familles habitent. L'une possède les murs, le droit ancestral tel, et l'autre possède les meubles et s'occupe du jardin, le travail kabyle. Le propriétaire actuel, c'est le régime, qui garde les clés et empêche les deux familles de se parler directement pour rester indispensables. Parce que chaque fois qu'il y a des initiatives où les Kabyles et les Tèmes doivent se comprendre pour gérer leurs questions de façon amiable, amicale et de façon traditionnelle, le régime s'interpose pour monter les uns contre les autres. Tout simplement pour rester indispensable. Donc, l'enjeu n'est pas de chasser une famille car les deux ont besoin de la maison. L'enjeu, selon mon analogie, n'est pas de chasser une famille car les deux ont besoin de la maison. L'enjeu est de créer un contrat de location légal et définitif que personne ne pourra contester, même si le propriétaire change. Et une fois qu'on reconnaît cela, je crois que les deux parties vont se réconcilier. Mais le pouvoir ne l'acceptera pas. Donc, les conflits qu'on connaît dans la région centrale, le conflit n'est pas haineux, il est sécuritaire. Le conflit, ce n'est pas de la haine dans sa forme la plus pure.
mais c'est sécuritaire. Chaque camp a peur de perdre son seul moyen de survie, la terre. Autant continuer à bénéficier du peu que j'ai plutôt que de susciter pour qu'on vienne nous l'arracher tous ou bien que je la perde au profit d'une communauté. Donc, voilà un peu comment cela se passe au niveau de ces peuples. Et tous ces peuples-là ont des identités qui sont des identités dominantes. Ceux qui sont des migrants, et ceux qui sont des autochtones, ceux qui sont des allogènes. Bon, je ne sais pas si c'est seulement au Togo qu'on a parlé des allogènes, mais je sais que c'est un terme péjoratif, les allogènes, où on dit que vous êtes avec nous, vous vivez avec nous, mais vous n'êtes pas de chez nous et vous ne devez pas avoir tous les droits et tous les privilèges que nous méritons. Et c'est ce qui révolte parfois les peuples transhumants qui sont considérés comme des allogènes. Parce que des peuples transhumants qui sont venus s'installer, parce qu'à un moment donné, ils ont trouvé du bien-être dans la localité, ils sont venus s'installer, donc ils ne veulent plus partir. Donc ils commencent pas à développer les gens, ils commencent à s'intégrer. Mais on les appelle les allogènes, même dans le cadre politique électoral au Togo. Quand on compte les populations, on compte les autochtones, on compte les propriétaires et puis on compte les allogènes. Ils ne sont ni autochtones, ni étrangers, mais ils sont au milieu entre les deux. Cela se remarque, les allogènes, ils sont très nombreux dans la préfecture de Hao, à Wahala, à Ra, et un peu quand tu quittes Noché pour venir, je ne sais pas, pour arriver à Langabou, il y a une forte communauté d'allogènes là-bas, qui sont des Peuls et tout ça là, qui résident, qui ne sont plus transhumants, qui ne quittent plus le terrain. Donc, sur la question de Bassar, je crois que je n'ai pas mentionné Bassar dans cette masterclass parce que Bassar, autant que Bafilo, est rattaché à la région de la Kara. Et c'est beaucoup plus à l'ouest. Et Bassar fait frontière à l'ouest avec Bafilo, et Bafilo fait frontière avec Sokodé. Donc, la voie la plus rapide pour aller à Mango, en passant par Bassar, je l'avais dit, qui fait économique de 40 km, quitte Sokodé, passe par Bassar pour aller à Mango. Et cette voie actuellement est beaucoup plus pratiquée parce que ça fait économie, je l'avais dit la dernière fois, de kilométrage, mais aussi et surtout, ça fait économie des péages. Parce que sur cette voie de Sokodé à Mango, en passant par Bassar, il y a un seul poste de péage. Alors que quand tu quittes Sokodé, tu passes par Kara pour aller à Mango, il y a 4 postes de péage. Une autre arnaque du système togolais qui ne cherche pas comment rentabiliser les dettes et qui crée des postes de péage sans convention qui ne répondent à aucun standard international. Donc, en conclusion, le Togo n'est pas divisé en deux nord-sud, mais en poches d'intérêt. Ce sont des poches d'intérêt que le régime a créées un peu partout dans le pays pour continuer à maîtriser, à contrôler. Et il y a dans chaque préfecture des gens qui alimentent des responsables, les autorités. Je parlais de Damadramani, et Acha Titipina, Acha Deji, et au niveau de Sokodé, il y a les Foli Bazi, il y a les Adoyi, et tout ça. Ils sont constitués en autorités pour continuer à influencer, à maîtriser ces poches d'intérêt. Et chaque fois qu'il y a un soulèvement où il y a des gens qui commencent à contester, ils passent par tous les moyens, non seulement par la corruption, mais aussi par les représailles. Donc, si le régime tombe brutalement, le risque n'est pas seulement une guerre entre deux ethnies, mais une multitude de micro-conflits. Si le régime togolais tombe brutalement, le risque n'est pas seulement une guerre entre deux ethnies, mais une multitude de micro-conflits. Tchamba contre voisin, Kabier contre Tem, éleveur contre agriculteur, et voilà, car la loi du plus fort remplacerait l'arbitrage étatique qui a manqué, qui n'a jamais résisté. Donc voilà, globalement, je ne vais pas encore beaucoup plus aller dans les détails. Et on a présenté la cartographie et
je mets l'accent sur le fait que au niveau de la région centrale, c'est beaucoup plus non seulement l'ethnie, l'armée qui sont mises en jeu, mais aussi les questions foncières. Et ces questions foncières, quand nous arriverons dans la région des plateaux, existent encore et encore. Et je m'en vais de ces pas saluer un peu la bravoure de ces populations qui continuent d'être dans la résilience, de vivre dans la résilience face au contexte alambiqué qui les frappe en matière politique au Togo. Ça fait plus de 40 ans que moi, j'ai quitté Fazao. Mais je ne sais pas si Fazao s'est développé. Ce que j'aurais appris, c'est que le contrat de l'Allemagne, et je crois que la société, j'ai oublié la société qui gérait le parc Malfa Kassa de Fazao, et en 2018 ou bien en 2019, il y avait eu la fin de délai de contrat. Et le régime politique, pour des raisons farfelues, a refusé de renouveler le contrat et a voulu reprendre en main la gestion de la faune de Fazao. Et c'est la catastrophe. Comme ils aiment la viande, les autorités togolaises aiment du bon gibier. Ils envoient des chasseurs aller abattre les animaux, on les ramène à la maison et ils mangeaient. Donc le tourisme a disparu. Le tourisme a disparu. Donc ils ont repris la faune. Et je ne sais pas si l'hôtel Fazao est encore autant influent. Je ne sais pas si il y a eu d'autres infrastructures. Je ne sais pas si l'école primaire que j'ai fréquentée il y a 40 ans ou 42 ans existe encore et est réformée. Et voilà, et voilà. Donc il y avait une petite ville qui pouvait émerger, qui pouvait, à partir de la faune, à partir de l'hôtel, à partir des visites des étrangers, pouvait connaître une émergence. Mais le régime politique togolais, on a l'impression, n'aime pas, non seulement que les populations s'épanouissent, mais n'aime pas le développement. Ils n'aiment pas le développement. Parce que les gens que vous invitez, je veux faire une parenthèse par rapport au sommet des chefs d'État sur la RDC qui m'énerve, que les gens ne dénoncent pas. Les gens que vous invitez ont développé leur pays. Mais le Nigeria, il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui constituent les premiers riches d'Afrique. Dangote a été aidé par l'État pour devenir pour être ce qu'il est, parce que l'État veut faire la promotion de ses fils et de ses compétences. Mais au Togo, est-ce qu'il y a encore un riche au Togo? Est-ce que quelqu'un peut se revendiquer d'être riche au Togo? Non, il n'y en a pas. Quand tu le fais, on commence par te mettre les bâtons derrière les roues. Comment tu as fait? Et que tu es ceci. Voilà, tu veux prendre le pouvoir. Tu veux faire ceci. Et puis, on te neutralise. Mais comment on peut vivre dans un système où tout le monde est pauvre, sauf ceux qui ont volé? Le régime politique. Faure Gnassingbé et sa minorité. Comment on peut vivre dans un pays comme ça? C'est pourquoi nous en appelons à la prise de conscience. Les Kadiens doivent savoir aujourd'hui que il constitue un bouclier pour le régime de façon innocente. Il constitue un bouclier et on est en train de les jeter, de les livrer en holocauste, de les jeter en sacrifice. Quand le moment arrivera, si on les massacre, on s'en fout, quoi. Et tant mieux, après nous le déluge. Nous serons déjà partis. Donc ils doivent prendre conscience pour voir comment le pouvoir politique est en train de les instrumentaliser. Est en train de les instrumentaliser. Malheureusement, ça se développe et l'hypocrisie est devenue atavique dans la réalité togolaise où les gens connaissent la vérité. Ils savent que ceci doit se faire, mais ils ne le disent jamais. Et ça se transmet de génération politique en génération politique, de génération ethnique en génération ethnique, de génération sociale en génération sociale, de génération agglomérative en génération agglomérative. Donc cet atavisme doit être rompu pour qu'on puisse créer une situation de réforme qui provoque une révolte interne. Quand ça bouillonne en son sein, dans son ventre, on est révolté en son sein. Quand on l'exprime, ça a beaucoup plus de force que de l'exprimer sans avoir ça en profondeur de soi. C'est ça une lutte de révolution. La révolution, c'est dans l'ADN, c'est dans le sang. Ce n'est pas dans les artifices. Donc, j'invite encore une fois
les compatriotes, les Togolais, à pouvoir s'armer encore beaucoup plus de courage, à rester dans la résilience pour éviter de se faire instrumentaliser par le système politique qui utilise l'armée, qui utilise le pouvoir, qui utilise l'argent, qui utilise les ethnies pour continuer à dominer. Le jour où les gens prendront conscience que cette instrumentalisation, cette domination est fondée sur ce triptyque armée, ethnie et argent, le régime va tomber. Et il faut une culture de transmission des informations, d'éducation, d'information, de formation, de communication et de tolérance entre les ethnies. Quand on voit l'autre ethnie, il faut se dire que c'est mon frère. Nous avons le seul Togo qui est le nôtre. Qu'on ne dise pas que moi je suis de telle localité, toi tu n'es pas de telle localité, donc on est en guerre. Il faut rester dans l'unité d'action pour pouvoir maîtriser la stratégie structurelle organisée par ce régime. Rien n'est gratuit. Du nord au sud, le pouvoir a organisé cela depuis Eyadema, avec des conseillers venus de l'Occident, venus de partout, avec une emprise spirituelle terrible, de laquelle on va parler peut-être dans une masterclass spéciale sur la domination spirituelle que l'État a infligée au Togo, au point où, quand il y a un mouvement qui s'engage, on crée la division, ils savent le faire, on crée l'opium, on endort les gens. Et les gens ne peuvent plus avoir l'esprit de révolte, l'esprit de contestation. Donc la lutte est à une phase dangereuse et il faudrait commencer par réfléchir à comment créer une convergence unitaire. Pour la convergence, cette tautologie qui est déjà unitaire, c'est vrai, une convergence pour arriver dans une situation où le régime sentira que, eh bien, ce peuple est enfin réveillé. Et il faudrait changer les donnes, mais le disque aura déjà été rayé et les gens ne pourront plus avoir une bouée de sauvetage que de partir ou de lâcher prise. Merci. Bravo. Grand merci, M. Carlos. Grand merci, M. Carlos. Merci beaucoup, Carlos, pour cette présentation très brillante. Je pense que nous avons beaucoup appris dans cette présentation. Je voudrais juste, avant de laisser la parole au modérateur pour donner la parole aux questions, aux observations, aux ajouts, tout simplement revenir sur le cas actuel ou qui dure depuis 2018, l'exception militaire que le régime a décidé sur la région de Sokoré et de Paratao depuis le soulèvement de Tipi. Et je pense que ces militaires, avec leurs chars et leurs armes, sont toujours dans cette région. C'est une région qui a besoin de tout, de l'eau, des infrastructures. Mais un char ou des armes ou un militaire positionné toute la journée sans rien faire, tout simplement pour maintenir la peur, la terreur, la répression sur une population, coûte beaucoup d'argent au Togo, aux contribuables togolais, et en même temps maintient ces régions dans la pauvreté, tout simplement parce que la force active, la force vive, c'est la jeunesse. Cette jeunesse ne peut pas rester et travailler ou faire émerger leurs projets, leurs entreprises. Ils sont obligés de fuir, soit pour aller au Bénin, au Ghana, ou pour partir complètement à l'étranger. Alors, s'il n'y a pas la jeunesse, qui peut transformer ces milieux? Ce n'est pas les personnes âgées, ce n'est pas les enfants. Et donc, il y a une volonté de maintenir par la terreur une région dans la pauvreté au coût du contribuable togolais. On ne comprend pas cette décision d'avoir cette ceinture militaire tenue par des militaires majoritairement kabyens ou encore des militaires de la région, parce que parfois on utilise encore un terme pour massacrer un autre terme, le cas comment on l'appelle, Adedji, ou je ne sais pas comment on l'appelle, là, celui qui on devait nommer l'ambassadeur en France, qui a fait exécuter 2 militaires, à mettre la faute sur les populations pour justifier la répression dans la zone de Sokoré. Agadedji, je pense que c'est son nom. Alors, Agadazi.
À Gadazi, pardon. Urokura à Gadazi. Ok, excusez-moi, Urokura à Gadazi. Voilà un exemple concret de comment on peut utiliser un fils de la région pour provoquer une situation, pour justifier la répression militaire. Et donc, je pense que à la suite de ce live, je pense que tous ceux qui sont sur le panel seront d'accord avec Pyramide pour réclamer le desserrement de l'étau militaire sur cette région et que les militaires rentrent aux casernes. Ils peuvent aller au nord pour défendre les populations au niveau de la savane là contre les terroristes, mais Paratao et Sokoré n'ont pas besoin de base militaire, d'être assiégés par des militaires qui utilisent la violence, qui tuent, qui blessent et qui emprisonnent, qui tabassent et qui font peur à la population. Je pense que cet événement, il faut quand même revenir là-dessus et poursuivre tous les exactions. Parce qu'il y a eu beaucoup d'exactions. Il y a eu des gens qui ont été assassinés, il y a eu des bras qui ont été coupés, il y a des gens qui ont été blessés, il y a eu beaucoup d'emprisonnements, il y a eu tellement de violations massives des droits de l'homme, mais puisque c'est à l'intérieur du pays, il n'y a pas de témoins pour que les organisations puissent le porter à la connaissance de la communauté internationale. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photos, il n'y a que quelques témoignages. Et donc, c'est une situation très difficile et qui justifie aussi le fait de faire souffrir Sokoré, de faire souffrir les témoins à telle enseigne qu'ils n'imaginent plus jamais de se révolter. Donc, c'est une façon également d'utiliser la terreur, la répression. C'est comme si on te bat, on met les rangées sur ton cou, de façon à ce que tu ne puisses jamais se relever. Vous voyez? Et ça aussi, nous devons être unanimes à dénoncer ça, parce que si on fait ça avec une région et que les autres régions sont spectateurs, eh bien, ça va être leur tour, parce que la même répression va s'abattre également sur eux. Et donc, depuis 2017, cette répression silencieuse qui s'abat sur Sokoré, sur cette région-là, il faudrait aussi être unanime au niveau de l'opposition. Ils l'ont fait, mais pas suffisamment. Au niveau de la société civile, au niveau de l'ensemble du peuple togolais, de la diaspora, essentiellement également de cette région, de lever le ton sur cette situation, car ça ne peut plus continuer ainsi qu'on maintient les militaires dans cette zone, alors qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de menace, c'est juste sur les villages, sur les femmes, sur les enfants, sur les personnes âgées. Je voudrais aussi ajouter ce point et puis terminer par quelques ressources dans la région en termes miniers, en termes stratégiques, en termes de développement aussi, qui offrent des potentialités de développement dans cette région. On a évoqué le commerce, on a évoqué les voies commerciales, les voies les routes, les routes, mais il y a aussi un potentiel minier dans la région et qui normalement devait permettre le développement de ces milieux. Enfin, les fils de ce milieu qui ont servi de tortionnaires au régime pour maintenir la région dans la souffrance. Le cas de Seyi Memen, qui a joué un rôle énorme dans cet appareil de répression et de maintien des populations de Sokoré dans la souffrance. Il faut se rappeler. Il faut rappeler que c'est Seyi Memen qui a renversé les élections de 98 quand Gilchrist a gagné Yadema à plan couture. C'est lui qui a renversé les résultats. Le cas de et Seyi Memen a influencé beaucoup d'officiers de cette région pour rester accrochés au régime de Yadema jusqu'à ce moment. Il y a le cas de Agadazi qu'on vient de dire, qui a été dans les massacres de 90, dans le commando de Djoua, qu'il a fait en 2017 et qu'il a fait aussi en 2017 avec les militaires qui ont été égorgés dans sa maison, mais qu'il a fait également dans 2005 au niveau du port, puisqu'il est marin apparemment. Et ce monsieur a été récompensé par le crime et a été promu à la fin comme récompense. Non seulement il a profité de l'impunité, mais il a été promu ambassadeur du Togo en France. Et donc, la vigilance de la diaspora a mis en difficulté sa nomination, mais on doit garder toujours les drapeaux rouges sous ces gens, leur parcours, pour qu'ils ne puissent pas
profité du crime qu'ils ont fait pour maintenir le régime. Il y a d'autres personnes qui ont été ministres, je crois il y a le Moumouni, il y a toutes sortes de gens qui ont profité de ce régime et qui ont maintenu à travers l'enrichissement, à travers la terreur, à travers les cotocolis, une forme de dépendance vis-à-vis de ce régime. Je pense que ces éléments-là méritent aussi d'être soulevés pour compléter l'analyse, disons, que tu as faite. Merci. Oui, je crois que tu as abordé une question que j'aimerais un peu détailler. Nous l'avions dit la semaine dernière, mais de façon ramassée, la question des ressources de cette localité. Parce que la région centrale produit une part majeure de l'igname et du soja. Quand aujourd'hui on dit le Togo est un grand exportateur du soja et de l'Afrique, parce qu'on a beaucoup développé, la région centrale est un point stratégique de la production et de l'exploitation du soja. Pourtant, le taux de pauvreté dans cette zone, je le dis, frôle les 60% dans certaines zones rurales. Dans la région centrale, il y a un scandale minier. Les indices de calcaire et des gisements de marbre existent. Pourquoi l'extraction reste-t-elle artisanale ou bloquée? Pourquoi? Parce que le régime bloque l'industrialisation locale pour empêcher l'émergence d'une classe moyenne autonome financièrement. Parce que quand on va développer le marbre de Pagala, moi je suis allé plusieurs fois sur le site de Pagala avec les blocs de marbre qui sont là, une exploitation à ciel ouvert. Et on a décidé de créer une industrie, mais une usine de transformation au port de Lomé, 5000 m², a-t-on dit. Mais ça n'a jamais été exploité. Quand on veut l'exploiter, peut-être on a créé la société Pomar qui est administrée par une maîtresse du président de Fort Nassibé. Et on a fait du blanchiment d'argent avec des gens. Et après, ils se sont taillés. Parce que qu'est-ce qu'ils font? S'ils veulent avoir de l'argent, ils créent la société. Ils autorisent la société sous caution de l'État togolais, sous garantie de l'État togolais, à aller faire des prêts mirobolants dans les banques. Des crédits dans les banques. Et après, ils se partagent l'argent et ils abandonnent le projet. Vous voyez le scandale au niveau des finances du Togo. On fait venir des expatriés, le groupe PEFACO, pour construire un hôtel de haute classe, de dernière classe, en face de l'hôtel Sarakawa, de EcoBank, à côté de l'hôtel Sarakawa. Le monsieur espagnol vient, on l'autorise à faire des prêts à Basic, à Aura Bank, des milliards. Le chantier, je ne sais pas s'il a démarré, il est toujours là-bas. On n'a jamais construit cet hôtel, mais l'argent a été encaissé et disparu. Comment on peut continuer à créer l'impunité autour de ce système? Donc, le régime bloque l'industrialisation dans ces zones pour juste empêcher l'émergence. C'est, comme je l'avais dit, il y a le scandale, par exemple, le marbre n'est pas une simple carrière, c'est un gisement de classe internationale, géré par les intérêts souvent opaques. Les réserves de marbre à Pagala sont estimées à 2 millions de mètres cubes de matériaux par mètre de profondeur. 2 millions de mètres cubes de matériaux de marbre par mètre de profondeur. Ça, c'est le journal officiel 2010. Et sur une superficie de 12,4 km². Donc, c'est une surface immense qui couvre des terres agricoles autrefois fertiles. Et avec le permis de conduire a été donné à Pomar, qui a prévu 287 000 m³ par an de blocs de marbre brut. Mais le site a été abandonné. Donc le paradoxe de la valeur ajoutée, bien qu'une usine de transformation soit théoriquement privée à Lomé, une grande partie du bloc reste là sans être utilisée. À part le marbre, la région centrale est le deuxième pôle d'orpaillage du pays. Mais une grande partie de cette richesse échappe au circuit officiel. On exploite, et je crois que le Togo devient comme la Centrafrique ou bien certains pays où il y a des gens qui ont occupé des champs de ressources minières qui l'exploitent en catimini au profit d'un individu, au profit d'une dame. Sur le plan national d'action en 2023, la région centrale produit environ, comme on le dit, 73 kg d'or déclarés. Cependant, les estimations des différents think tanks suggèrent que la production réelle incluant est 3, 4, 5 fois supérieure
Alors, c'est où la différence? Où est passée la différence? À Bandi, on a trouvé des traces de cuivre, du plomb, du zinc. C'est confirmé par des recherches, des prospections. À OK, on a trouvé des teneurs de nickel, de chrome, qui atteignent une dimension effarante. Mais ça n'a jamais été exploité parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils préfèrent aller augmenter les taxes au niveau de l'OTR pour gagner de l'argent frais, plutôt que de transformer les ressources minières pour faire développer le pays et rendre le pays riche. Donc, toutes ces situations montrent que le pouvoir refuse délibérément de développer le pays. Le clinker, si Tablibo, on dit le clinker de Tablibo est le clinker le plus en vue, mais la région centrale détient des indices de calcaire et des chapeaux de fer qui avoisinent, qui emboîtent le pas peut-être à Tablibo. Le clinker ou le ciment, ça représente 9% des exploitations totales. Mais la région centrale, celle de couloirs logistiques majeurs pour cette richesse. Et on a créé une cimenterie à Awangelo. Mais quand vous allez aujourd'hui dans la ville d'Awangelo, ce n'est même pas une ville. Quand vous allez dans le canton de Sumbu, dans le canton de Pezinde, dans toutes ces localités, on est encore à l'étape où, pour faire les fêtes de fin d'année, moi, ça, c'est la dernière information que j'ai eue dernièrement, dans le canton de Pezinde, Awangelo et Sumbu, proche de Kara. On a affecté 270 000 francs par canton. Ça, c'est la présidence de la République. Affecté 270 000 francs CFA par canton. Et on dit, on remet au secrétaire général le jour, la veille de Nouvel An, le jour de Nouvel An, il faut mobiliser des femmes de Tchoukoutou, de donner du Tchoukoutou aux gens, buvez en quantité, fêtez, et puis c'est tout. Donc, toutes les fêtes que vous avez vues dans ces localités-là, où les gens ont dansé Kamui, buvaient, à gogo et tout ça là, c'est le pouvoir qui a remis 270 000 francs. Ça là, ça va servir à quoi? Ça, c'est une information réelle. Si vous allez vous demander dans les cantons d'Awangelo et tout ça, vous allez avoir la confirmation. Je sais que c'est une opération qui a été menée dans beaucoup d'autres localités de la Kara. Vous voyez comment on... ce n'est pas diaboliser, mais on déshumanise l'être humain, on déshumanise la communauté kabylie. On dit, bon, 270 000, le pot de Tchoukoutou, c'est 10 000 maximum, hein. Donc on remet 10 000 et voilà, à chaque femme qui prépare du Tchoukoutou, bon, elle va mettre son Tchoukoutou à disposition, les gens boivent, ils se saoulent, et puis après, la fête est belle. Donc c'est une façon de déshumaniser. Bon, le fait de Bangeli, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Et le parc Fazao Malfakassa, c'est aussi une ressource et qui devait permettre à la localité de se développer, mais on ne va pas revenir là-dessus. Donc c'est pour appuyer le fait que on ne mutualise pas les ressources que nous possédons au profit du pays. Si ces ressources doivent être exploitées, c'est qu'on a trouvé un intérêt. Et des populations de ces localités, les cadres, il faut voir comment on les balance comme des toupies, comme dans un jeu de quilles. Et l'ancien ministre de l'économie, je ne sais pas, j'oublie son nom, il est Kotokoli. Et après, on l'a rétrogradé, on a mis le monsieur de la Lonato, Barcola, qui est là-bas. Et après, on vient le nommer pour être sous celui qui vient d'arriver. Voilà. Atchadegi, il était à Togocel, on le balance ministre des Transports, on le balance ici, après on le balance gouverneur de la région de la Kara. Tout simplement parce que ils doivent être maintenus pour continuer à influencer la communauté Tim. Sinon, il avait bien envie de se débarrasser d'eux. Mais comme les lois du pouvoir de Machiavel, les lois du pouvoir et le système machiavélique ne permet pas de se débarrasser de ses proches collaborateurs qui peuvent te nuire, donc il faut les mettre à côté et les observer. Le cas de Bodjona qui est là. Donc, déshumanisation et puis volonté manifeste de maintenir les gens dans la pauvreté. Parce que le jour où ils deviendront riches, le jour où ils auront les moyens, ils ne pourront pas. Et voilà, continuer à obéir bêtement.
à l'hiérarchie militaire et présidentielle et tout. Quand vous n'avez pas l'argent, quand vous n'avez pas du travail, vous pouvez sortir applaudir. Quand il est en train de faire ses performances de belle foule. Et voilà. Donc, c'était juste pour appuyer le fait que c'est une méchanceté structurelle qui a été organisée et qui continue de le faire. Donc, on devait se mobiliser pour mettre fin à tout cela, conscientiser les populations, à prendre leurs responsabilités et à refuser de se faire déshumaniser comme le régime politique le fait. Okay. Merci beaucoup, Carlos. Donc, on va laisser la parole aux observations, aux ajouts et au débat. Je voudrais juste ajouter que quand Tipi avait appelé à la révolte, le régime, dans sa militarisation, ou en tout cas son architecture militaire, a fait changer au niveau des unités de l'armée tout ce qui était Kotokoli. Et donc, la plupart des Kotokoli ont perdu des postes de commandement des unités de l'armée parce qu'on se disait, ah, Tipi étant Kotokoli, voilà, il peut avoir un lien plus ou moins indirect avec ces militaires qui peuvent faire une révolte. Et donc, très rapidement, on a procédé à... La plupart ont été arrêtés, certains ont été rétrogradés. Donc, bref, il y a cette volonté, quand on parle de la militarisation, de l'ethnisation de l'architecture de l'armée, c'est des faits et que nous devons étudier et intégrer dans notre stratégie globale. Au début du live, nous avons parlé de l'intelligence stratégique. Et donc, ces éléments-là doivent faire partie du plan global d'analyse de la situation. C'est comme, j'ai toujours comparé le Togo comme un malade. On appelle un médecin à son chevet. Le médecin doit être capable d'analyser la maladie et de voir, OK, avec ce type de maladie, voilà comment vous pouvez faire si vous voulez guérir la maladie. Ou encore, il y a une situation où le Togo veut se libérer de la dictature. On appelle des jeunes officiers qui sont dans une école de guerre. Dit, voilà le Togo, voilà le peuple qui veut se libérer, voilà les faiblesses et les forces, voilà les défis auxquels ils font face à un régime de violence, de dictature, etc. Quels sont les moyens possibles pour cette population de se libérer? Je pense qu'on peut tracer le plan de façon très stratégique et proposer ce plan à nous maintenant de l'adopter et pouvoir l'opérationnaliser pour arriver à la victoire. C'est possible. Nous sommes un peuple de 9 millions, nous avons l'intelligence, la chose la mieux partagée. Un régime ne peut pas, quelle que soit sa force, ne peut pas s'imposer aux Togolais pendant 63 ans sans qu'il n'y ait pas de solution possible. Il y en a, il nous appartient tout simplement de saisir les outils et d'agir sérieusement, conséquemment, avec résultat au bout de la ligne. Et je pense que le peuple togolais a la force, la capacité, l'intelligence, l'énergie, les ressources d'y arriver. C'est une question d'organisation, de planification stratégique.